Il existe des silences qui pèsent plus lourd que les mots. Des silences qui s'installent dans une pièce comme une brume froide, qui glisse entre les gens et révèlent, sans jamais mentir, ce que chacun pense vraiment de l'autre. Ce matin-là, dans le bureau du notaire Édouard Marin, rue des Acacias à Lyon, un tel silence régnait. Et au centre de ce silence, assise droite sur une chaise trop dure, les mains posées sur les genoux, il y avait Marguerite. Marguerite Aubert. 62 ans. Des cheveux gris retenus par une simple barrette en bois. Une robe marine qu'elle avait achetée il y a 10 ans et qu'elle gardait pour les occasions importantes. Pas de bijoux, sauf une fine alliance en or blanc qu'elle portait encore, même si son mari était mort depuis 7 ans. Elle ne l'avait jamais retirée. Certaines personnes portent leur deuil dans la chair, pas dans les gestes. Autour d'elle, la famille Lecomte. La vraie famille, comme il se plaisait à se nommer entre eux, sans même réaliser que cette précision contenait une exclusion. Patrice Lecomte, le fils aîné, assis en bout de table, costume sombre, montre à gousset, regarde quelqu'un qui a déjà tout décidé. À côté de lui, sa femme Sylviane, qui n'avait jamais caché son mépris pour Marguerite, même lors des repas de fête où tout le monde faisait semblant. Puis Isabelle, la cadette, qui se mordait les ongles et regardait son téléphone par intermittence, comme si la mort de son père était une formalité à expédier avant le déjeuner. Et enfin le petit dernier, Théo, 28 ans, qui n'avait pas desserré les dents depuis qu'il était entré et qui regardait Marguerite avec une expression que l'on ne peut décrire que comme du dégoût poli. Marguerite était l'épouse de Bernard Lecomte depuis 19 ans. Elle l'avait rencontré alors qu'il était veuf, égaré, et que ses enfants, déjà adultes, avaient tourné le dos à leur propre père parce qu'il ne leur versait plus assez d'argent. Elle était arrivée dans sa vie comme on entre dans une maison froide et l'on allume tous les radiateurs. Elle avait cuisiné pour lui quand ses mains tremblaient. Elle avait veillé ses nuits quand la maladie avait commencé à creuser son visage. Elle avait tenu ses mains dans les couloirs d'hôpital que personne d'autre ne voulait parcourir. Les enfants de Bernard étaient réapparus comme par magie les dernières semaines, quand les médecins avaient parlé de jours plutôt que de mois. Ils avaient soudainement retrouvé l'usage de la tendresse filiale, du sourire aux lèvres et du mot doux, mais leurs yeux, eux, restaient froids et calculateurs. Marguerite les avait observés sans rien dire. Elle connaissait trop bien la différence entre aimer quelqu'un et aimer ce qu'il possède. Bernard était mort un dimanche matin, au mois de mars, alors que le soleil entrait par la fenêtre de leur chambre et que les oiseaux chantaient dans le jardin qu'ils avaient planté ensemble. Il avait souri avant de fermer les yeux. Un sourire calme, apaisé, comme quelqu'un qui a réglé ses comptes avec la vie. Marguerite avait gardé sa main encore longtemps après que le cœur s'était tu. Elle lui avait parlé à voix basse, lui avait dit tout ce que les gens ne disent d'habitude que dans les prières, dans les lettres qu'on n'envoie jamais ou dans les rêves dont on se souvient à peine au matin. Patrice avait appelé le lendemain. Pas pour prendre des nouvelles. Pour savoir quand serait l'ouverture du testament. Et voilà donc Marguerite, assise dans ce bureau, entourée de gens qui ne l'avaient jamais considérée comme l'une des leurs, attendant qu'un homme en costume gris lise à voix haute ce que Bernard avait choisi de laisser derrière lui. Ce que la mort transforme en héritage. Ce que l'amour transforme, parfois, en injustice. Maître Marin entra à 9 heures précises. Homme méticuleux, la cinquantaine, lunettes cerclées d'acier, dossier rangé avec une précision chirurgicale. Il salua l'assemblée d'un hochement de tête, s'installa, ouvrit l'enveloppe cachetée et prit une courte inspiration avant de commencer à lire. Marguerite écouta les premiers mots. Les formules juridiques, les mentions légales, les numéros de référence. Sa gorge était serrée mais elle ne le montrait pas. Elle avait appris très tôt dans sa vie à ne pas montrer sa douleur aux gens qui pourraient s'en nourrir. Patrice tambourinait doucement des doigts sur la table. Sylviane avait croisé les bras. Isabelle avait finalement rangé son téléphone. Théo regardait le plafond. Puis vinrent les premières dispositions. La résidence secondaire à Annecy, laissée aux 3 enfants en parts égales. Patrice esquissa un sourire. L'appartement de Bordeaux, mis en vente, les fonds répartis entre les héritiers directs. Isabelle hocha la tête comme si elle validait une transaction. Le portefeuille d'actions, les placements financiers, la voiture de collection. Chaque bien était énuméré avec précision, chaque décision expliquée dans un langage sobre et définitif. Pendant tout ce temps, le nom de Marguerite n'était pas prononcé. Sylviane se pencha légèrement vers son mari et murmura quelque chose que Marguerite entendit à moitié mais dont elle devina le sens entier.
Elle ne réagit pas. Elle continua de regarder devant elle, les mains toujours posées sur ses genoux, la respiration régulière, la colonne vertébrale droite comme une ligne tracée à la règle. Au fond d'elle, quelque chose saignait. Pas parce qu'elle s'attendait à recevoir quoi que ce soit. Elle n'avait jamais été une femme de calcul. Mais parce que chaque article du testament, chaque bien transmis aux enfants de Bernard, ressemblait à un effacement. Comme si 19 ans de présence, de soins, d'amour quotidien et silencieux pouvaient être rayés d'un trait de plume. Comme si elle n'avait jamais vraiment existé dans la vie de cet homme. Théo se racla la gorge et chuchota à sa sœur qu'il avait faim et qu'il espérait que ça ne durerait plus longtemps. Marguerite l'entendit. Elle baissa les yeux une seconde, les releva aussitôt. Maître Marin continuait de lire. Sa voix était posée, neutre, professionnelle. Mais à un moment, elle s'arrêta. Un silence imperceptible, une fraction de seconde, comme quelqu'un qui reprend son souffle avant de prononcer quelque chose d'important. Personne dans la pièce ne le remarqua, sauf peut-être Marguerite, parce que les femmes qui ont beaucoup souffert développent une sensibilité particulière au changement de rythme. Le notaire posa une feuille sur une autre et commença à lire ce qui semblait être une section distincte du testament. Sa voix avait pris une tonalité légèrement différente. Plus lente. Plus grave. Comme s'il lisait non pas un document juridique mais quelque chose d'autre. Quelque chose qui avait été écrit non par habitude professionnelle, mais par nécessité du cœur. Et puis le nom fut prononcé. Marguerite. Un seul mot. 4 syllabes. Mais la façon dont le notaire le dit, avec ce poids particulier, cette douceur inattendue dans la voix, fit se redresser chaque nuque dans la pièce. Patrice cessa de tambouriner. Sylviane déplia les bras. Isabelle leva la tête. Théo quitta le plafond des yeux. Maître Marin continua de lire, et ce qui lui ne ressemblait à rien de ce que les autres avaient entendu jusque-là. Bernard avait écrit une lettre. Pas pour ses enfants. Pas pour ses associés, ses amis, ses connaissances. Une lettre pour Marguerite, insérée dans le testament lui-même, lue à voix haute devant tous, comme s'il avait voulu que ces mots soient entendus, qu'ils ne puissent pas être ignorés, effacés ou relégués dans un tiroir. Maître Marin lut. Et chaque phrase tombait dans la pièce comme une pierre dans une eau immobile. Bernard écrivait que Marguerite était la seule personne qui ne lui avait jamais rien demandé. La seule qui avait choisi de rester alors que tout le monde partait. Il écrivait qu'il s'était souvent réveillé la nuit à regarder dormir et qu'il avait pensé que s'il avait fait une seule bonne chose dans sa vie, c'était de mériter, même partiellement, la confiance qu'elle lui avait accordée. Il écrivait qu'il avait été témoin de la façon dont sa famille la traitait et qu'il avait honte de n'avoir pas toujours dit ce qu'il pensait, de ne pas s'être dressé assez souvent entre elle et la froideur des autres. Il lui demandait pardon pour ça. Il lui demandait pardon pour les silences qu'il aurait dû rompre et ne l'avait pas fait. Il lui disait qu'elle avait été sa paix. Son foyer. Son plus beau chapitre. Et puis il annonçait ce qu'il lui laissait. La maison. Leur maison. Celle avec le jardin, les roses grimpantes sur le mur de pierre, la grande cuisine où ils avaient passé tant de dimanches à préparer des repas que personne d'autre ne venait jamais manger avec eux. La maison avec la bibliothèque qu'ils avaient construite ensemble, étagère par étagère, livre par livre. La maison avec la chambre où il était mort un dimanche matin de mars, avec le soleil et les oiseaux, tenant sa main. Cette maison lui appartenait désormais. Entièrement. Irrévocablement. Mais Bernard ne s'arrêtait pas là. Il avait constitué depuis des années un conte que personne ne connaissait. Un conte alimenté en silence, avec méthode, avec intention. Un conte qui portait le nom de Marguerite comme bénéficiaire unique depuis le premier jour. Il avait anticipé. Il avait prévu que ses enfants seraient présents à sa mort comme il l'avait été à sa vie, c'est-à-dire par intermittence et par intérêt. Et il avait décidé que la femme qui avait été là tous les jours, dans l'ordinaire et dans l'extraordinaire, dans la maladie et dans la lumière, ne quitterait jamais ce bureau les mains vides. Le montant fut lu à voix haute. Il y eut un silence. Puis un autre. Patrice ouvrit la bouche. La referma. Son visage avait changé de couleur. Sylviane fixait un point sur le mur avec l'expression de quelqu'un qui recalcule à toute vitesse tout ce qu'il croyait savoir. Isabelle s'était figée. Théo, pour la première fois de la matinée, regardait Marguerite. La regardait vraiment. Marguerite ne bougeait pas. Elle n'avait pas pleuré.
Pas encore. Mais ses mains, qui étaient restées immobiles depuis le début, tremblaient légèrement maintenant, d'un tremblement si petit que seul quelqu'un très attentif aurait pu le voir. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas du triomphe. C'était autre chose. C'était l'effondrement intérieur de quelqu'un qui a porté quelque chose de très lourd pendant très longtemps et à qui on dit enfin tu peux poser ça. Maître Marin continua. Il y avait encore quelques lignes. Les dernières lignes de la lettre. Bernard y disait une chose simple. Il disait que s'il avait eu à recommencer sa vie, il l'aurait cherché plus tôt. Il aurait perdu moins de temps avec les gens qui ne comptaient pas et plus avec celles qui comptaient. Il disait que le bonheur, il l'avait compris tard, ne ressemble pas à ce que les films montrent. Il ne ressemble pas aux grandes déclarations ni aux gestes spectaculaires. Il ressemble à quelqu'un qui prépare du café le matin sans qu'on le lui demande. À quelqu'un qui pose sa main sur votre épaule quand vous ne savez plus comment continuer. Il disait que Marguerite avait été son café du matin et sa main sur l'épaule pendant 19 ans, et que ça, aucun testament ne pouvait véritablement en rendre compte. Mais il avait essayé. Le notaire reposa la feuille. Retira ses lunettes. Se permit une seconde de silence qui était presque un hommage. Patrice fut le premier à parler. Sa voix était plate, contrôlée, mais quelque chose en dessous vibrait comme un fil électrique sous tension. Il dit que cela lui semblait contestable. Qu'il faudrait examiner les conditions dans lesquelles ce testament avait été rédigé. Qu'on ne pouvait pas exclure une influence indue. Que leur père, dans ces dernières années, n'était peut-être plus tout à fait en état de prendre des décisions aussi importantes. Maître Marin le regarda avec une patience qui ressemblait à de la pitié. Il dit que le testament avait été rédigé il y a 8 ans, alors que Bernard Lecomte était en parfaite santé, qu'il avait été contresigné par 2 témoins indépendants, qu'il avait été modifié et réaffirmé 3 fois depuis lors, toujours dans le même sens, et que si Patrice souhaitait en contester la validité, il était libre de saisir un tribunal, mais qu'à titre professionnel, il lui conseillait de ne pas gaspiller son temps et son argent dans une procédure vouée à l'échec. Patrice ne répondit pas. Sylviane prit son sac et se leva sans un mot. Elle ne regarda pas Marguerite en partant. Isabelle la suivit, les yeux au sol. Théo resta une seconde de trop, comme s'il cherchait quelque chose à dire, une réplique, une justification, une dernière pique. Mais il ne trouva rien. Il sortit à son tour. Marguerite était seule dans le bureau avec le notaire. Maître Marin rassembla ses documents avec soin et dit, sans cérémonie mais avec une douceur que l'on n'aurait pas attendue d'un homme aussi méticuleux, que Bernard avait été l'un de ses clients les plus attentifs. Qu'il était venu le voir personnellement pour chaque modification du testament. Qu'à chaque fois, il avait insisté sur un point et un seul. Que Marguerite soit protégée. Pas enrichie, pas avantagée, mais protégée. Qu'elle ne soit jamais mise dans la position de devoir mendier ce qu'elle méritait. Marguerite remercia le notaire à voix basse. Elle se leva. Prit son manteau. Sortit dans la rue. L'air de mars était frais et lumineux. Elle s'arrêta sur le trottoir, ferma les yeux une seconde. Les bruits de la ville continuaient autour d'elle, indifférents et vivants. Des gens passaient. Des voitures. Un enfant qui riait quelque part. Elle pensa à Bernard. À leur première rencontre dans une librairie, un samedi après-midi de novembre, quand il avait tendu le bras vers le même livre qu'elle et qu'ils avaient ri de cette coïncidence absurde. À leur premier repas ensemble, dans un restaurant trop cher pour leurs 2 budgets, où ils avaient parlé pendant 4 heures et commandé seulement un dessert parce qu'ils avaient oublié le temps. À la façon dont il avait demandé sa main, non pas avec une bague ou un genou à terre, mais en lui disant simplement un soir que la vie lui semblait moins effrayante depuis qu'elle était là et qu'il voulait que ça continue. Elle pensa à tout ça et elle laissa enfin les larmes venir. Pas des larmes de victoire. Pas des larmes de soulagement. Des larmes de vérité. Des larmes pour dire à quelqu'un qui n'était plus là qu'elle avait entendu. Qu'elle avait reçu ces mots comme on reçoit une lettre longtemps attendue. Qu'elle comprenait maintenant pourquoi il souriait parfois sans raison apparente, comme quelqu'un qui sait quelque chose que les autres ne savent pas encore. Il l'avait aimée d'une façon discrète et immuable. Il l'avait défendue d'une façon qu'elle n'avait pas vue venir. Il avait préparé cette protection en silence pendant des années, non par stratégie, mais par conviction. Parce qu'il croyait que les actes comptent plus que les mots. Que prouver vaut mieux que promettre.
que l'amour véritable ne se contente pas de se dire, il se construit, il se planifie, il traverse le temps même quand l'un des deux n'est plus là pour le voir fonctionner. Les semaines qui suivirent furent étranges. Marguerite retourna dans la maison. Leur maison. Elle marcha dans chaque pièce comme si elle la découvrait pour la première fois. Les livres sur les étagères. Les photos sur les murs. La vieille table en chêne de la cuisine où ils avaient partagé tant de repas silencieux et complices. Le jardin où les roses allaient bientôt refleurir. Patrice avait bien hanté une démarche auprès d'un avocat, mais comme le notaire l'avait prédit, l'affaire n'alla nulle part. Les fondations juridiques du testament étaient solides comme de la pierre. Bernard avait été méthodique. Il n'avait laissé aucune fissure dans laquelle une contestation aurait pu s'infiltrer. Isabelle appela un soir. Sa voix était différente. Plus douce, moins assurée. Elle dit qu'elle voulait s'excuser. Pas pour ce que son père avait fait, mais pour la façon dont elle avait traité Marguerite pendant toutes ces années. Elle dit qu'elle avait lu la lettre de leur père, une copie que le notaire lui avait transmise, et que certaines phrases l'avaient empêchée de dormir. Elle dit qu'elle savait que les mots ne réparaient pas tout, mais qu'elle voulait essayer. Marguerite écouta. Elle dit qu'elle acceptait les excuses. Pas parce que tout était oublié, parce que certaines choses ne s'oublient pas vraiment. Mais parce que la rancœur est un poids inutile, et qu'elle avait décidé depuis longtemps de ne porter que ce qui en valait la peine. Théo ne contacta jamais. Patrice non plus. Sylviane encore moins. Mais Marguerite n'attendait rien de leur part. Elle avait ce qu'il lui fallait. Elle avait la maison. Elle avait la sécurité que Bernard lui avait construite comme on construit un abri, brique par brique, avec amour et prévoyance. Et surtout, elle avait la certitude, désormais inscrite dans des documents officiels lus à voix haute dans un bureau de notaire, que l'homme qu'elle avait aimé et soigné et accompagné jusqu'à la toute fin avait eu conscience, jusqu'à la dernière seconde, de tout ce qu'elle représentait pour lui. Il y a des amours qui se voient, qui se crient, qui s'affichent dans les grandes déclarations et les gestes excessifs. Et puis il y a des amours comme celui de Bernard et Marguerite. Des amours qui se taisent en surface mais qui travaillent en profondeur. Qui s'écrivent dans les actes minuscules du quotidien, dans les présences continues, dans les mains tenues dans les couloirs froids des hôpitaux. Ces amours-là ne font pas de bruit. Ils ne cherchent pas à être vus ni applaudis. Mais quand le temps vient de les mesurer, quand la vie force à les compter, on découvre qu'ils sont les plus grands. Les plus solides. Les seuls qui durent vraiment après que tout le reste s'est effondré. Le printemps revint. Les roses grimpantes reprirent leur ascension le long du mur de pierre. Marguerite s'assit un matin dans le jardin avec son café, comme ils avaient l'habitude de le faire tous les deux le week-end, quand le temps le permettait. Elle regarda les fleurs. Elle écouta les oiseaux. Elle posa sa tasse sur la vieille table de jardin et resta là un long moment, simplement présente dans cet espace qu'ils avaient construit ensemble et qui était maintenant le sien. Elle n'était pas seule, même seule. Bernard avait veillé à ça. Il avait compris, avant même qu'elle le réalise elle-même, que le plus grand cadeau qu'il pouvait lui faire n'était pas l'argent ni la maison ni les biens matériels, aussi précieux soient-ils. C'était de lui montrer, une dernière fois, de façon définitive et publique, qu'il l'avait vue. Vraiment vue. Dans toute sa valeur, dans toute sa dignité, dans tout ce qu'elle était et avait été pour lui. Et dans cette grande salle aux chaises trop dures, entourée de gens qui l'avaient humilié en silence pendant des années, quand le notaire avait prononcé son nom avec ce poids particulier, quelque chose s'était passé qui allait bien au-delà des héritages et des notaires et des papiers officiels. La vérité avait été dite. À voix haute. Devant témoins. Sans possibilité d'être niée ou minimisée ou reléguée dans les angles morts de l'histoire familiale. Marguerite avait compté. Elle comptait. Elle compterait toujours. C'est peut-être ça, au fond, le plus beau testament que l'on puisse laisser à quelqu'un. Pas des biens. Pas de l'argent. Mais la preuve, gravée dans le temps et dans la loi, que leur vie ensemble avait eu un sens. Que leur amour avait existé pour de vrai. Que malgré les silences regrettés, les défenses non prises et les mots non dits assez tôt, la vérité de ce qu'ils avaient vécu ensemble était assez forte pour traverser la mort et arriver intact, lumineux et définitif, jusqu'à elle. Ce matin de mars, alors qu'une nouvelle saison commençait à dessiner ses couleurs dans le jardin, Marguerite pensa à tout ça. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit sans retenue. Un sourire calme, profond, comme celui que Bernard avait eu avant de fermer les yeux.
le sourire de quelqu'un qui a réglé ses comptes avec la vie. Ou peut-être, tout simplement, le sourire de quelqu'un qui sait qu'elle a été aimée.